Pendant des décennies, la série T des chars de combat a été le symbole ultime de la puissance militaire soviétique, puis russe. Elle incarnait une force mécanisée, un mastodonte d'acier créé pour balayer les plaines d'Europe. L'image du char T à profil bas, produit en masse, était synonyme de la capacité de Moscou à projeter sa force. 2 ans après leur invasion de l'Ukraine, la Russie a vu l'image du char T série s'effondrer. Des milliers de débris en feu dispersés sur les steppes. L'ampleur même du désastre des chars russes n'est pas simplement un revers tactique, c'est une catastrophe historique. Découvrons pourquoi les chars russes pourraient avoir atteint leurs limites. L'utilisation des chars russes en Ukraine touche à sa fin, pas seulement à cause de bévues tactiques ou d'une formation insuffisante des équipages. Au contraire, c'est parce que tout le concept opérationnel des blindés russes est devenu catastrophiquement obsolète. Cet échec terminal est le résultat d'une collision entre 3 forces insurmontables. Un défaut de conception fatal présent dans chaque blindé soviétique. L'introduction d'une chaîne de destruction technologiquement supérieure et asymétrique et une guerre d'usure insoutenable. Là où la capacité de production ne peut pas suivre le rythme de destruction sur le front. La guerre en Ukraine est devenue un laboratoire du combat moderne, où une technologie bon marché et abondante bat systématiquement des équipements lourds et coûteux. Le char de combat principal russe, autrefois arme décisive, est désormais une cible précieuse et facile à détruire. Dès les premiers jours de la guerre, le monde a vu d'innombrables images de chars décapités, leurs tourelles arrachées. Cela a démontré une vulnérabilité terminale fondamentale. La vulnérabilité la plus profonde des blindés russes réside au cœur même de la conception de leur ingénierie. Les 3 décennies de conception de chars russes reposaient sur un compromis structurel fatal. Ce n'est pas un échec de la maintenance ou des tactiques, mais de la doctrine, qui a favorisé un profil bas et la production de masse au détriment de la sécurité et de la réparabilité de l'équipage. Depuis l'introduction du T-72, dans les années 1970, les ingénieurs soviétiques ont cherché à créer un char plus petit, plus léger et plus facile à dissimuler que ses homologues de l'OTAN. Cet effort était motivé par la doctrine Khrouchtchev-Brejnev après la Seconde Guerre mondiale, prônant une poussée mécanisée massive en Europe, reposant sur une supériorité numérique. Ce choix était avant tout philosophique. Les armées occidentales visaient à préserver leurs équipages expérimentés lors des combats, alors que la doctrine soviétique voyait les chars comme des ressources jetables, faciles à remplacer. Cela a apporté un avantage majeur sur les métriques. La silhouette en position de tir et la hauteur totale du T-72, 2,19 mètres, étaient nettement inférieures à celles des chars occidentaux, comme le M1 Abrams de l'OTAN, 2,39 mètres, et le Léopard 2 allemand, 2,48 mètres. Cette petite silhouette était une priorité majeure de conception pour les positions défensives et pour éviter la détection lors d'un conflit européen de grande ampleur. Cependant, les chars de la série T sont notoirement exigus, ce qui augmente la fatigue de l'équipage et rend les opérations de combat plus difficiles par rapport aux compartiments de combat spacieux des chars de l'OTAN. Pour dépasser cette contrainte d'espace, il a fallu réduire poids et coûts. Le principal moyen d'y parvenir a été l'intégration d'un chargeur automatique. Ce mécanisme a remplacé le chargeur, permettant au char de fonctionner avec 3 membres d'équipage et réduisant fortement le volume total nécessaire du véhicule. Les ingénieurs ont optimisé taille et masse avec un chargeur automatique, mais cela a compromis l'ergonomie et la disposition interne de l'équipage. Le choix de conception spécifique du chargeur automatique a créé la plus grande faiblesse du char, le stockage des munitions du canon. Un carrousel contenant entre 22 et 40 obus explosifs et leur charge propulsive volatile est placé en anneau directement sous la tourelle et le compartiment de l'équipage. Cet emplacement, essentiel pour rester discret, transforme le char en une bombe géante et instable prête à exploser au moindre choc. Ce défaut structurel inhérent concerne l'ensemble des blindés déployables de la Russie, y compris le T-64 d'origine, le très utilisé T-80 et le modèle de pointe actuel, le T-90. Lorsqu'un projectile ennemi traverse le blindage latéral ou inférieur mince et atteint ce carrousel, une réaction en chaîne incontrôlable démarre. Cette détonation interne provoque une explosion massive, incontrôlable et catastrophique. La charge initiale enflamme les charges propulsives environnantes,
transformant l'intérieur du char en une fournaise à haute pression. L'accumulation de pression à l'intérieur de la coque scellée est instantanée et énorme, forçant l'explosion à s'échapper par le point le plus faible, la couronne de tourelle. Le résultat est le tristement célèbre effet « Diable à ressort », où la tourelle de 12 tonnes est violemment arrachée du châssis et projetée vers le ciel. Ce phénomène de projection de tourelle est devenu le symbole visuel de l'échec des blindés russes, signifiant la destruction immédiate du véhicule et la mort de son équipage de 3 hommes. A l'inverse, les conceptions modernes de l'OTAN privilégiant la survie de l'équipage. Des chars comme l'Abrams et le Léopard 2 stockent leurs munitions dans un compartiment blindé situé dans la tourelle, à l'arrière. Cette zone de stockage est séparée de l'équipage par une cloison blindée et équipée de panneaux de décompression. Plaques légères, conçues pour rediriger la force d'une explosion de munitions vers l'extérieur et le haut, protégeant l'équipage. Cette conception permet souvent à l'équipage d'un Abrams, même hors de combat, de survivre, de s'échapper et au véhicule d'être réparé. Ce choix de conception privilégie un profil un peu plus haut, pour assurer la survie de l'équipage et la récupération du véhicule. La doctrine est claire. Un tir réussi sur un char russe signifie sa destruction totale. Un tir réussi sur un Abrams entraîne souvent seulement une immobilisation, l'équipage survivant. Pour la Russie, les conséquences de ce défaut de conception sont doubles. La perte matérielle atteint presque toujours 100%, un char touché étant rarement récupérable, ce qui cause une perte stratégique irrémédiable. Deuxièmement, et c'est encore plus critique, la perte d'équipages expérimentés et hautement qualifiés est instantanée. Les chars sont remplaçables par d'anciens modèles, pas les équipages expérimentés. Cette perte continue de capital humain constitue un drain exponentiel sur la capacité de l'armée russe à mener des opérations complexes d'armes combinées. La vulnérabilité structurelle du char russe, autrefois un risque acceptable dans le calcul de la guerre de chars de la guerre froide, est désormais exploitée par une chaîne de destruction technologiquement supérieure et asymétrique. Le champ de bataille est passé d'un affrontement de blindés à un domaine de capteurs de précision, de systèmes bon marché produits en masse et de guerre électronique omniprésente. Dans les phases initiales de la guerre, l'afflux de missiles anti-chars guidés avancés occidentaux, les missiles anti-chars guidés, a donné aux forces ukrainiennes un avantage immédiat et écrasant. Le Guided Missile Anti-Tank 148 Javelin des États-Unis et l'Enlaw, issus de la technologie britannique et suédoise, se sont révélés dévastateurs précisément parce qu'ils neutralisaient le blindage frontal lourd des chars russes. Le missile Javelin est réputé pour son vol en attaque par le dessus. Tiré par un fantassin, le missile monte à plusieurs centaines de pieds puis frappe le toit du char, où le blindage est le plus fin. Souvent, il n'y a que quelques centimètres d'acier à cet endroit. Cette tactique contourne la plaque de glacis épaisse et renforcée que la doctrine soviétique mettait en avant. De plus, la tête de charge tandem du Javelin perce facilement la protection réactive des blindages modernes. Les derniers blindages réactifs explosifs russes, comme le Relikt, ou les nouveaux systèmes Malachite, présents sur le T-90M, nécessitent une ingénierie complexe pour contrer plusieurs charges entrantes. La tête de charge tandem garantit que la première charge, plus petite, fait exploser les tuiles ERA, ouvrant ainsi la voie à la seconde charge principale pour pénétrer l'acier sous-jacent. Cela a rendu les systèmes ERA russes, autrefois considérés comme une protection de pointe, largement obsolètes face aux missiles haut de gamme. L'impact psychologique du Javelin est aussi important que sa puissance destructrice. Sa capacité de tir et d'oubli grâce à un chercheur infrarouge imageur permet à l'opérateur de verrouiller la signature thermique du char et de se mettre à l'abri avant l'impact, augmentant ainsi le taux de survie de l'infanterie défensive. Cette dynamique a transformé chaque route, forêt, lisière et bloc urbain en un site d'embuscade potentiel, créant une défense létalement décentralisée que les colonnes blindées russes n'ont tout simplement pas pu surmonter. Cette capacité à porter une frappe ciblée dévastatrice depuis une position dissimulée est au cœur de la guerre asymétrique moderne. Alors que les missiles anti-chars ont porté les premiers coups décisifs, la menace paralysante et persistante pour les blindés russes provient de la production à faible coût et à grande échelle de drones kamikazes à vue à la première personne, ou vue à la première personne. Ces systèmes, coûtant parfois seulement 500 $ l'unité moins qu'un obus de char, agissent comme de mini-missiles anti-chars et instaurent une chaîne de destruction continue, active en permanence.
La prolifération de ces drones a rendu le front extrêmement transparent sur une profondeur de 10 à 20 km, privant les blindés russes de la capacité de manœuvrer sans être vus. Le changement tactique est profond. Plutôt que de viser une destruction totale, les opérateurs de drones vus à la première personne cherchant souvent à neutraliser la mobilité en endommageant les chenilles, le moteur, les optiques ou le canon principal. Si un char russe tombe en panne, reste immobile ou tente de s'enterrer, un drone vu à la première personne le trouvera et le détruira, ou au moins le rendra inopérant, laissant ainsi les équipements de grande valeur immobilisés, exposés à des tirs d'artillerie ultérieurs ou à de nouvelles frappes de drones. Le volume est tout simplement stupéfiant. Les rapports indiquent que plus de 50 000 drones vus à la première personne sont déployés chaque mois par les forces ukrainiennes. Cela a conduit à l'adoption de tactiques de nuées sophistiquées, où plusieurs drones sont lancés de manière coordonnée et décentralisée pour submerger une seule cible ou ses défenses de guerre électronique, ou guerre électronique. Certains drones vus à la première personne avancée intègrent l'intelligence artificielle et la vision par ordinateur pour reconnaître et verrouiller des cibles, même en cas de brouillage des communications ou du Global Positioning System. Parallèlement, l'utilisation de munitions rôdeuses, comme la lancette fabriquée en Russie contre les véhicules de soutien et les unités d'artillerie automotrice, garantit que la chaîne logistique nécessaire pour soutenir les chars est également soumise à une pression constante et intense, contribuant à la crise logistique systémique. La doctrine des chars russes est condamnée par son absence de protection active moderne intégrée. Les chars de l'OTAN, tels que l'Abrams et le Léopard 2, ont adopté rapidement des systèmes de protection active. Contrairement aux trophies israéliens et à ses équivalents américains, les chars russes comptent presque entièrement sur un blindage passif et réactif. Le Kremlin possède une technologie système de protection active indigène, notamment le système Arena et l'Afghanite, plus avancé, prévu pour le T-14 Armata. Cependant, ces systèmes n'ont pas réussi à être largement déployés sur la principale flotte opérationnelle, de T-72, T-80 et T-90, en raison du coût prohibitif, de la complexité logistique et de l'incapacité à produire des composants électroniques clés sous sanction. Un système de protection active utilise un radar à ondes millimétriques pour détecter les projectiles entrants, comme les missiles anti-chars guidés ou les roquettes anti-chars autopropulsées, et tire une petite contre-munition pour intercepter et détruire la menace. Quelques instants avant l'impact, c'est la seule défense fiable contre les menaces de charge creuse à grande vitesse qui dominent le champ de bataille ukrainien. Sans cela, le char russe est une cible facile. La dépendance à l'égard du blindage réactif explosif, ou ERA, comme Contact 5 ou Relict, est une philosophie défensive qui remonte à la guerre froide. L'ERA, qui utilise des tuiles explosives pour perturber une charge creuse à l'impact, est une défense passive. Elle est très efficace contre les anciens roquettes anti-chars autopropulsés et certains pénétrateurs cinétiques, mais elle est fondamentalement vaincue par les ogives à charge tandem, comme le Javelin et l'Enlo, et elle est totalement inefficace contre la plongée verticale d'un drone vu à la première personne frappant le toit, qui est la partie la moins blindée du char. L'incapacité à s'adapter aux menaces multivecteurs montre une faille systémique dans l'approvisionnement militaire russe dépassant les sanctions. C'est un échec à cartographier précisément les vulnérabilités du champ de bataille. Le commandement russe n'a pas reconnu que la prolifération de munitions précises, et peu coûteuses, rendrait leur conception discrète, mais catastrophiquement vulnérable, totalement non viable. Sans système de protection active intégré, les blindés russes de première ligne, malgré quelques améliorations, restent des cibles passives. Dans un théâtre moderne dominé par la défense active, chaque coup réussi sur une cible passive est probablement une destruction catastrophique, amplifiant l'effet létal du défaut de conception de la série T. Cette doctrine, reposant sur des blindages réactifs obsolètes et négligeant les contre-munitions et la fusion active des capteurs, scelle stratégiquement la fin de la puissance blindée russe. L'armée russe est entrée dans le conflit en se vantant de capacités de guerre électronique de classe mondiale, mais ces systèmes n'ont pas réussi à protéger leur formation blindée de manière constamment efficace. Alors que les systèmes pendant à grande échelle comme le R330, ZHZEL ou l'IR-3 sont conçus pour brouiller les communications et le Global Positioning System sur une large zone, ils sont souvent encombrants, vulnérables à l'artillerie et lents à déployer. De façon cruciale, la protection des véhicules blindés individuels a constamment été dépassée. L'utilisation de dispositifs de fortune grossiers,
appelés Tsar-Mengls, ou de cages improvisées placées sur le dessus de leurs chars, est un aveu visible de l'échec systémique des systèmes de protection intégrés. Ces cages, destinées à faire exploser prématurément les ojars de drones ennemis, se sont révélées inefficaces, rendant les chars plus lourds, moins mobiles et sujets à la surcharge de la transmission. Le soudage désespéré de ces ajouts de fortune, souvent inefficaces pour protéger l'arrière vulnérable, illustre l'écart entre les promesses du complexe militaro-industriel et la réalité sur le front sud et ailleurs. La technologie omniprésente et adaptable des drones vus à la première personne commerciaux a surpassé les efforts russes de lutte anti-drone, plus lents et centralisés. Le facteur final prouvant que les blindés russes sont finis comme force décisive et la réalité économique et industrielle, simple mais dévastatrice. L'usure dépasse largement la production. L'ampleur des pertes matérielles est documentée avec une transparence sans précédent. Grâce aux efforts de renseignement en source ouverte, notamment par des organisations comme Oryx et l'équipe Conflict Intelligence Team, La liste des véhicules russes détruits, confirmée visuellement, est publique. Des analystes indépendants estiment que la Russie a perdu plus de 3000 chars, un nombre équivalent à l'ensemble de l'inventaire actif de l'armée russe avant la guerre. Ce taux de perte montre que la Russie fait surtout la guerre avec du matériel emprunté, ancien et fragile. Pour compenser ces pertes catastrophiques, la principale source de Moscou a été les vastes stocks soviétiques entreposés dans des bases de réserve délabrées à travers le pays. Le retrait systématique des chars pour leur remise à neuf a été implacable, ce qui a entraîné l'épuisement de nombreuses bases de réserve de leurs plateformes utilisables. Les images satellites ont révélé une nette baisse des véhicules stockés. La Russie doit désormais remettre en service des modèles très obsolètes, comme le T-62 de première génération, et même le T-55 d'après-guerre. Ces chars n'offrent pratiquement aucune protection contre les missiles anti-chars guidés modernes ou les drones vus à la première personne. De plus, le processus de restauration lui-même est semé de compromis. Les chars T-62 et T-55 rénovés manquent souvent de systèmes essentiels comme la conduite de tir avancée, les communications numériques modernes et l'imagerie thermique. Leurs moteurs et châssis plus anciens sont sujets aux pannes, surtout lorsqu'ils sont équipés d'ajouts de blindage lourds improvisés. Les équipages qui opèrent ces chars vieillissants sont contraints d'évoluer dans des environnements pour lesquels leurs véhicules ne sont absolument pas adaptés, subissant fréquemment une destruction immédiate dès leur arrivée sur la ligne de front. Ce siphonnage stratégique de ces réserves utilisables a entraîné une dégradation qualitative spectaculaire et irréversible de la capacité de combat blindée de la Russie. La nouvelle production et la modernisation sont fortement limitées. Alors que les médias d'État russes se vantent d'une augmentation de la production, la réalité pour des usines comme Ural Vagon Zavod est une lutte contre l'isolement économique. Les sanctions occidentales ont paralysé le complexe militaro-industriel russe, le complexe militaro-industriel en coupant l'accès aux composants essentiels d'origine occidentale. La performance des chars modernes dépend de pièces de haute spécification comme les optiques d'imagerie thermique, historiquement fournies par des entreprises françaises comme Vallès. Des outils d'usinage de précision pour fabriquer des canons, traditionnellement fournis par l'Allemagne ou la Suisse, et des microprocesseurs haut de gamme pour les systèmes de contrôle de tir avancés. L'interdiction de ces composants a poussé le complexe militaro-industriel vers des alternatives moins performantes, plus anciennes ou illicites. La production du T-90M de premier ordre a considérablement ralenti, et les rares chars produits sont souvent des modèles dégradés. Cette pratique, consistant à utiliser des puces de qualité inférieure, non militaires, parfois récupérées sur des appareils civils ou acheminées via un réseau complexe d'intermédiaires en Chine et au Kazakhstan, entraîne des performances peu fiables des systèmes électroniques du véhicule. Ces chaînes d'approvisionnement encombrées et le coût de l'évasion des sanctions contraignent la Russie à payer près du double pour ses composants de moindre qualité. La dépendance à des technologies à double usage non prévues pour le militaire en première ligne entraîne de grands risques opérationnels. La stagnation de l'innovation dans le complexe militaro-industriel russe implique que, même avec une production accrue, la qualité du produit reste inférieure, cimentant l'échec stratégique. Le char russe, défini par une conception défectueuse de la guerre froide, et désormais privé de la technologie moderne nécessaire à sa survie, est un vestige d'une doctrine échouée.
L'absence de coordination interarmes lors de l'invasion, avec des chars avançant sans soutien d'infanterie, couverture aérienne ni logistique, a été aggravée par la défaillance du véhicule lui-même. Les chars entrant aujourd'hui en Ukraine sont technologiquement dépassés, mal utilisés et fondamentalement défectueux. Moins d'atouts pour la victoire, davantage de risques pour les équipages obligés de les piloter. L'échec stratégique de l'offensive russe est désormais inextricablement lié à l'échec tactique de son principal système d'armes. Le char russe n'est plus une tête de pont blindée. C'est désormais un bûcher funéraire mobile, dont les défauts de conception inhérents ont été parfaitement exploités par la combinaison de systèmes anti-chars haut de gamme et de drones produits en masse à faible coût. L'incapacité de Moscou à adapter son industrie et sa doctrine a transformé le conflit en destruction progressive de ses forces blindées autrefois redoutées. L'échec du char de la série T n'est donc pas un revers temporaire, mais un indicateur permanent du déclin du statut de la Russie en tant que puissance militaire moderne, marquant la fin de l'ère de la guerre froide des blindés produits en masse et jetables. L'obsolescence inévitable du char en tant qu'arme décisive pour Moscou est désormais prise en compte. Pour saisir la révolution tactique ayant vaincu la puissance blindée russe, il faut observer la puissance de feu à l'œuvre. Découvrez-en plus sur le succès du système Javelin et le changement dans la technologie militaire moderne en regardant notre vidéo sur la façon dont The Military Show suit l'effondrement de la doctrine blindée russe.